Alors, je continue sur cette affaire. Je voudrais, parce qu'on a assez peu de temps et je voudrais laisser du temps pour le débat, vous parler de l'envers de la dette et vous en parler à partir de deux cas exemplaires qui sont le Congo-Brazzaville et l'Angola. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment on est en train de passer de la France-Afrique à la mafia-Afrique, c'est-à-dire une forme de mondialisation de ces phénomènes. Et puis je terminerai par un aspect beaucoup plus positif, c'est-à-dire comment on peut inventer une nouvelle solidarité internationale. Alors, le Congo-Brazzaville. La dette, d'abord. La dette, après toutes ces magouilles, ces manœuvres que je vous ai décrites, les appétits se sont aiguisés, parce qu'il y avait de la corruption, il n'y avait plus assez d'argent dans la rente des matières premières. Et donc, à la fin des années 70, on a trouvé une idée absolument géniale. On a dit aux Africains, écoutez, on va vous faire une aide publique au développement supplémentaire formidable, on va vous prêter à 1, 2 ou 3%, par exemple, alors que le taux du marché est à 10 ou 12%, et la différence, on va dire, c'est cadeau, c'est l'aide publique au développement. Donc on va vous prêter à tout va, sauf que on a prêté pourquoi? La moitié, comme je vous le disais, est repartie directement en Suisse ou dans les paradis fiscaux. L'autre moitié a servi à des projets somptuaires, des palais, aménager le Boeing de Bongo, etc., etc., ou ça a servi également à ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est-à-dire des projets dont le seul intérêt était d'être des gros chantiers pour des entreprises françaises, des projets facturés 3 fois, recommencés 5 fois, ou par exemple un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé du pays, donc il ne fonctionnera pas, ou un IUT dont le coût d'entretien est supérieur au budget de l'éducation, donc il ne sera pas entretenu. Tout un tas de choses qui sont complètement à côté des nécessités du développement, et quand vous vous retrouvez 15 ans plus tard à devoir rembourser de l'argent qui était soi-disant cadeau, mais qui est quand même une dette, avec quoi allez-vous le rembourser? C'est-à-dire que cet argent, les gens n'en ont jamais vu la couleur. Alors ça, c'est le phénomène, j'allais dire, ordinaire. Avec le cas du Congo-Brazzaville, on passe à une échelle qui est encore beaucoup plus incroyable. Beaucoup plus incroyable. Parce que là, on a un phénomène que je voudrais que vous arriviez à comprendre, parce qu'il est un petit peu extraordinaire. C'est que on a un pays qui a du pétrole. Alors, depuis qu'il a du pétrole, la France-Afrique, ELF, etc., lui prend son pétrole. Elle lui prend son pétrole, il y en a un tiers au moins qui n'est pas déclaré, qui passe au noir. L'or noir passe au noir. Dans des cargos qui vont se vendre sur les marchés parallèles. Jamais le gouvernement congolais n'a eu la possibilité de savoir combien il y a de pétrole qui sortait de chez lui. On lui donnait de temps en temps une feuille de papier avec 3 chiffres. Bon. Avec interdiction d'aller vérifier. Bon. Donc, le pétrole, on lui pompe son pétrole. Et puis, à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la dette. On dit aux gens, écoutez, endettez-vous, on va vous faire un château à Paris, on va vous donner de l'argent par là, etc. Et donc, on fait ce qu'on appelle des prêts gagés sur le pétrole. On a vendu le pétrole pour 10 ans, 15 ans, tout le pétrole à venir. Et avec ça, ces prêts gagés, on vous explique qu'on passe par 30 ou 40 intermédiaires. On fait le tour de tous les paradis fiscaux. Chaque fois, il y en a un qui prend 1 ou 2%. Chaque fois, ça augmente la dette. Et puis, ensuite, on revend la dette, etc., etc. Et puis, c'est comme des œufs en neige. On vous a fait une dette au départ sur du pétrole que vous allez extraire dans 5 ans. Et cette dette, à force de se monter comme des œufs en neige, elle se multiplie par 3, 4, etc. Et vous vous retrouvez avec un des pays les plus riches d'Afrique, qui est le Congo-Brazzaville, qui, à la fin, a une dette qui est égale à 3 fois sa production annuelle globale, son PIB, comme on dit. Donc, vous avez quelque chose d'extraordinaire. On vous prend le pétrole, et à la place, au lieu de vous mettre de l'argent, on vous prend de l'argent. On vous enlève 3 fois l'argent. C'est quand même une opération formidable. Alors, je ne vous rentre pas dans tous les détails, parce que les mécanismes qui passent par les paradis fiscaux, tous les intermédiaires, il y en a des quantités, je décris ça en détail dans l'envers de la dette, c'est un peu compliqué, mais le résultat, il est là. C'est-à-dire, c'est pas plus et moins, c'est pas de la comptabilité en partie double, on prend du pétrole, on met de l'argent. Non, on prend du pétrole et on arrive à prendre de l'argent. Et puis alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a une partie de cet argent qui sert à acheter des armes. On arme les 2 camps de la guerre civile, comme je vais vous l'expliquer, et avec ça, le pays est détruit. Bon, c'est extraordinaire. Comme criminalité répétitive, c'est quand même intéressant. On prend le pétrole, on met la dette, on détruit le pays.
C'est assez radical. Alors évidemment, le pays, après ça, est en une difficulté assez importante pour aller discuter le pourcentage du pétrole. Et donc je vais vous raconter ça, non plus sous l'angle de l'envers de la dette, mais sous l'angle de l'actualité politique, criminelle et militaire du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990 ? On avait une dictature dirigée par M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, c'est un personnage assez folklorique, anti-impérialiste, développant des discours sur l'inégalité, le marxisme, etc., etc. Mais le Floch a une phrase magnifique, il dit « Le Congo a été un temps marxiste toujours sous contrôle d'Elf ». C'est-à-dire qu'il y avait un agent des services français qui était déguisé en marxiste et qui était en fait le contrôleur d'Elf. Bon, alors cet agent-là, c'était monsieur 17%. Pourquoi ? Parce qu'il demandait pour son pays que 17% du pétrole. C'était quand même un monsieur bien confortable. Alors, par ailleurs, il touchait de l'argent grâce à tous les détournements, mais ça, c'est une autre affaire. Pour Elf, ça ne coûtait que 17% du pétrole déclaré. Alors, il y a un grand mouvement démocratique qui apparaît à partir de 1990. Les gens se réunissent en conférence nationale souveraine, c'est un peu comme 1789, tout le peuple se met ensemble, on élabore une nouvelle constitution, on veut redémarrer la vie politique et démocratique du Congo-Brazzaville. À ce moment-là, les gens se disent, mais on voudrait quand même un petit peu plus d'argent du pétrole, on va demander le double, 33%. C'est insupportable à Elf, et on a trouvé la preuve dans les coffres-forts d'Elf, ce qui est rarissime, lors d'une perquisition menée par les juges Joly et Wisniewski, d'un coup d'État préparé aussitôt pour renverser la démocratie par Elf, le réseau Pasqua et le réseau Focard. On a trouvé les détails de la préparation. Ce coup d'État a échoué, un président a été élu, certes imparfait, qui a beaucoup de reproches à se faire, mais au moins c'était l'élu de la population. Mais pendant ce temps-là, et là j'ai pas le temps de vous raconter cette histoire qui est assez compliquée, mais aussitôt, les réseaux France-Africains, les réseaux Pasqua, Focard, Chirac, etc., tout le monde s'est employé à remettre en place monsieur 17%. Oui, j'ai oublié de dire que, après la conférence nationale souveraine, monsieur Sassou Nguesso s'est présenté aux élections, il a eu 17%. Donc c'est vraiment monsieur 17%. Donc, monsieur 17%, il fallait le remettre en place. Donc, comment on a fait ? On a commencé à larguer des armes. Monsieur Sassou Nguesso a un gendre assez riche, un voisin qui s'appelle Omar Bongo, président du Gabon. Monsieur Sassou Nguesso a des relations dans toute la classe politique française, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. On a commencé à larguer des armes. On a une préparation politique qui a été faite également depuis la mairie de Paris, par un certain monsieur Probst, enfin je passe sur les détails. Et en 1997, donc une guerre civile se déclenche pour renverser le pouvoir qui avait été établi par le renouveau démocratique du Congo-Brazzaville. La guerre civile a duré 4 mois. Pour renverser le régime en place, je suis obligé de vous dire la liste de tous ceux qui ont participé parce que c'est assez incroyable. Il y avait toute une partie de l'armée qui était fidèle à Sassou Nguesso, des miliciens qui ensuite vont commettre une série de crimes contre l'humanité qu'on appelait les Cobras. Mais la France a amené 1000 soldats tchadiens pour aider. Il y avait une partie de la garde présidentielle de Mobutu, de sinistre mémoire, qui s'était repliée de l'autre côté du fleuve, donc à Brazzaville, qui a contribué à combattre aux côtés de Sassou Nguesso. Il y avait toute une partie de l'armée qui venait de commettre le génocide au Rwanda 3 ans auparavant, qui s'était réfugiée comme par hasard au Congo-Brazzaville, en France-Afrique, et qui a contribué également aux côtés de M. Sassou Nguesso. Un certain nombre de mercenaires dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, pour finir, l'armée angolaise qui est venue envahir le Congo pour achever de réinstaller le dictateur. Alors, l'armée angolaise, c'est quand même pas rien. C'est là que, bon, il faut voir la désinformation que nous subissons. Vous savez, vous avez peut-être entendu des présidents, ces temps derniers, vous expliquer que la France n'intervenait plus jamais militairement en Afrique. Eh bien, vous avez peut-être aussi entendu parler, parce que je veux aussi en reparler, de l'Angola Gate, c'est-à-dire de ce scandale de fourniture d'armes à un pays en guerre civile, l'Angola, par le réseau Pasqua, M. Falcon, M. Guedamac, M. Marchiani, etc., etc. Eh bien, Marchiani a déclaré devant le juge, mais attendez, c'est pas une affaire subalterne, cette affaire. Nous avons négocié avec l'Angola pour lui fournir des armes, et en contrepartie, il a dit ça au juge, en contrepartie, l'armée angolaise allait intervenir pour les intérêts de la France dans les guerres civiles des deux Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Ce sont les deux guerres civiles les plus meurtrières d'Afrique en ce moment.
ou qui ont été les plus meurtrières. Donc sans que vous le sachiez, sans que le Parlement le sache, eh bien il y a eu la France, par Angola interposé, par Tchadien interposé, par Mobutuiste interposé, etc., a mené une guerre qui a contribué à détruire le Congo-Brazzaville. Et je n'ai pas le temps de développer, mais dans cette guerre, les deux camps de la guerre civile ont été armés par des trafiquants d'armes liés aux pétroliers avec l'argent de la dette. Si je continue, M. Sassou Nguesso, M. 17% revenu au pouvoir et recommençant les mêmes pratiques, la guerre civile, à bout de guerre civile, renaît un an plus tard. Et entre décembre 98 et décembre 99, le rouleau compresseur angolais, tchadien, les miliciens, etc., les mercenaires dont je vous parlerai, ce rouleau compresseur a fait au Congo-Brazzaville minimum 100 000 morts, une cinquantaine de radours sur glane, plus de 20 000 viols ethniques, plus en un an que tout ce qui s'est passé au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez la couverture de presse de ces 3 derniers événements, pendant la même période, regardez ce qu'on vous a raconté sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, l'un des tout premiers fournisseurs pétroliers français et le berceau de la France libre. Rien. Une censure